Il est donc important que l'aidant prenne conscience du choc psychologique qu'il subit, surtout quand le patient est proche de lui au niveau affectif et qu'il s'agit d'une maladie subite comme des AVC, des traumas, des Guillain-Barré, etc. Il est donc important qu'il prenne conscience aussi de la culpabilité qu'il a envers son protégé. Je ne le comprends pas, je ne comprends pas ses besoins, je ne comprends pas ses désirs, je ne le reconnais pas, je voudrais faire mieux, je ne sais pas comment. Comment va-t-il? A-t-il mal? Quels sont ses désirs? En résumé, c'est la difficulté de ne pas comprendre l'autre et de ne pas faire assez pour le malade. Prendre conscience aussi de son anxiété. Va-t-il s'en sortir? Si c'est peut-être oui, dans combien de temps? Aura-t-il des séquelles? Est-ce que je serai à la hauteur et dans le temps, sur la durée, à ce moment-là? Prendre conscience aussi pour l'aidant de sa fatigue. On peut être éventuellement seul pour, j'allais dire, faire tourner la maison, s'il y a des enfants à s'occuper, s'il y a aussi une entreprise à faire tourner, à faire fonctionner. Et puis, il y a tous les papiers administratifs qui peuvent s'en suivre, surtout pendant une hospitalisation. Alors, le souvenir que j'en ai, c'était de sauver l'institution de formation de mon épouse, qui était donc en réanimation. Ne possédant pas de procuration de sa part, je ne pouvais ni rémunérer les professeurs, ni même faire entrer la cotisation mensuelle des étudiants. Je conseille donc à tous ceux qui ont une entreprise de réaliser une procuration en faveur d'une personne de confiance et bien sûr de qualité, car s'il vous arrive un accident de la vie, il ne faut pas que ce soit la double peine de la maladie et de la faillite. Prendre conscience aussi pour l'aidant de se faire aider par des amis compétents. Un ami qui s'y connaissait en informatique a mis en place pour mon épouse un doodle. C'est un calendrier numérique où l'on peut s'inscrire à distance pour voir quand on peut rendre visite aux patients, chacun son tour. En effet, il n'est pas la peine de se retrouver à la visite à plusieurs en même temps, d'autant qu'en réanimation ou en soins intensifs, c'est impossible. Vous pouvez aussi vous faire aider par des visiteurs de malades bénévoles, qui sont des personnes formidables et patientes, qui sont structurées en associations et qui peuvent se mettre aussi sur le calendrier numérique, surtout si les amis, vos parents, les parents sont peu nombreux ou éloignés. Enfin, former une équipe gagnante. Une équipe gagnante, c'est la trilogie composée du patient, de l'aidant et du soignant. Ça permet effectivement là une prise en charge des plus cohérentes. Les soignants, il faut bien sûr les écouter parce que nous restons souvent sur notre point de vue affectif. En ce qui me concerne, je me souviens bien avoir entendu parler le chirurgien à la réanimation qui m'abreuvait de paroles techniques, plus ou moins compréhensibles et rassurantes pour moi, et qui au détour de la conversation me dit à un moment « Tout cela sera possible quand son état critique sera passé, bien sûr ». Je n'écoutais plus. J'étais axé sur ces mots « état critique ». Rien d'autre ne comptait plus pour moi.
Donc, se faire accompagner pour le briefing réalisé par le médecin et pour le débriefing à réaliser après le médecin. Un conseil, faites-vous accompagner par un parent ou ami proche. Cela m'a permis de réaliser, après un débriefing à la maison, et pour moi de ne pas voir tout en noir au sujet de ce fameux état critique du moment. En effet, l'accompagnant est souvent plus objectif et peut dire aussi ce qu'il a effectivement compris. Donc ici, on a écouté les soignants, mais il faut aussi que ceux-ci nous écoutent. Soignants, écoutez-nous. En effet, si l'on est proche du patient, alors on peut bien connaître ses habitudes, ses fragilités. Vous savez, il est frileux, il n'aime pas le soleil, il a des allergies, il a son caractère. Il est donc intéressant pour un soignant de nous écouter. Alors bien sûr, nous les aidants avons une tendance très forte à protéger notre malade, notre proche, voire de le surprotéger, pourrait dire les soignants. Mais oui, quoi de plus normal, de plus réflexe, voire de plus naturel? Plus un être est faible, plus on le protège. J'ai aussi appris ça dans mon métier et en tant que parent. En effet, un nouveau-né, on le surprotège. Et puis, après, petit à petit, il grandit, plus il devient autonome et moins on le protège. Dans notre cas, qui de plus faible qu'une personne qui est dans cet état de dépendance absolue? Alors, de cette surprotection, il faut que les patients puissent l'entendre afin d'en tirer des connaissances sur la personne à protéger. Mais il est bon que les soignants relativisent aussi. Et c'est naturel, car ils n'y mettent pas l'affect que vous y mettez, car ce sont des professionnels qui doivent se protéger. Notre patient, épouse, mari, fils, fille, en fait, ils ne nous appartiennent pas. Et nous devons aborder maintenant la notion de l'abus de pouvoir possible. Effectivement, l'abus de pouvoir de l'aidant envers le patient. Se sentir tellement responsable, le protéger tellement, qu'il peut devenir, sans que l'on s'en rende compte, ce que l'on appelle en psychologie l'objet de l'autre. L'objet de l'autre, autre avec un grand A. On peut être amené à penser pour lui, et c'est là qu'il perd son statut de citoyen pour devenir l'objet de soins, dont parle le livre « Accompagner un patient très dépendant ». Et puis, il y a aussi l'abus de pouvoir possible du patient envers l'aidant. En effet, il arrive que le patient abuse de son pouvoir de malade, quelquefois comme une compensation à son handicap ou sa maladie. Et donc, après tout, si en tant que malade, il se sent le centre de tous les intérêts, alors il ne va pas s'en priver. Et puis, il faut que l'autre, avec un grand A, c'est-à-dire tous les autres, fassent un effort pour me comprendre. C'est moi le malade.
De toutes les façons, ils ne m'abandonneront pas. Faites-vous donc aider par une tierce personne, par exemple un soignant, des amis, voire un psychologue. Il a été démontré que souvent, l'aidant décède avant le patient. Bon, maintenant, on a assez parlé de nous les aidants. Est-ce qu'on l'aide, ce malade? Eh bien oui, on l'aide, mais encore passivement. Un des verbes passifs, observer. L'observation, c'est le maître mot de l'accompagnement. Si on le connaît bien, ce malade, c'est d'abord de le regarder, de regarder son état. Est-il trop blanc de teint? Est-ce qu'il a une bonne mine? Est-il bien coiffé? Ses yeux implorent-ils? Sont-ils sereins? Et puis, ont-ils besoin de lunettes? Est-ce qu'il sent bon ou pas? Ce peut être autant d'indications de son état et de ses soins aussi. Observer la personne, mais aussi son environnement. S'il fait froid, s'il fait chaud, est-il frileux ou non? Ça, c'est vous qui pouvez le savoir. A-t-il besoin de lumière? Y a-t-il des photos autour de lui? Y a-t-il autour de lui une pendule? Ou autre objet qu'il affectionne particulièrement? Y a-t-il du bruit? C'est important, car nous allons maintenant parler de l'intimité. Est-ce qu'il peut être ici, avec vous, en toute sérénité? La sérénité est importante pour l'intimité. Quelles sont les heures tranquilles où vous pouvez mieux entrer en contact avec lui? Effectivement, à un moment donné, vous avez besoin d'intimité, de pouvoir le regarder dans les yeux. C'est très important pour vous, mais surtout pour lui. Le toucher aussi est extrêmement important. Beaucoup de personnes âgées ont besoin d'être touchées et de regarder dans les yeux. Les soignants, d'ailleurs, apprennent cela dans leurs actes, pendant leurs études. Et puis, il y a la douceur. Tout cela ne peut se réaliser qu'en toute tranquillité. Évidemment, il ne faut pas, là, qu'il y ait des soins divulgués, qu'il y ait trop de bruit, qu'il y ait trop de passages, ainsi de suite, pour que le patient puisse retrouver tout ce qu'il a perdu depuis qu'il est parti de sa maison. Ce peut être aussi, si vous êtes amis, cette complicité qu'il peut y avoir entre vous et qui lui permettrait de retrouver aussi votre solidarité. Il y a un grand mot très utilisé, des fois galvaudé même, c'est la fameuse empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place du malade, mais surtout pas souffrir avec. Parce que si on a de la peine, oui, mais si on souffre avec la personne, cela devient bien sûr catastrophique. À ce moment-là, on devient anxieux tous les deux, et ce n'est évidemment pas ce qu'il faut. Mais plutôt se mettre à la place du malade, bien sûr. Vous savez, comme pour l'accessibilité en fauteuil roulant. Restez-y une journée. Je l'ai fait dans mon travail. Restez dans un fauteuil roulant. Et si je restais sans bouger, comme c'est le cas
dont on parle, des personnes très dépendantes. Si je restais sans bouger pendant 24 heures, de quoi aurais-je besoin? Voilà, de quoi aurais-je besoin? Ça, c'est très important. Alors, on peut peut-être ne pas boire et manger quand on a une sonde. De quoi aurais-je besoin d'autre? J'aurais bien sûr besoin de parler. Mais si je ne peux pas parler, ou bien si c'est inaudible, eh bien, je réfléchis. Et après, il faudra bien que je communique mes cogitations. Je n'ai le temps de faire que ça. C'est donc très compliqué de rester dans cet état d'immobilité absolue. J'ai des démangeaisons sur le corps, ainsi de suite. Donc, il faut aussi être empathique pour avoir une meilleure compréhension du malade. Et est-ce qu'on peut réaliser des choses pour lui et surtout, dès qu'on le peut, avec lui. Dès qu'on le peut, il faut insuffler une dynamique. Racontez-lui la vie qui se déroule à l'extérieur de l'hôpital, à la maison. Il faut raconter aussi ses journées, son vécu quotidien, parce que ça ramène à la personne son état d'humanité, de citoyenneté. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, cette semaine. Racontez, lui, vos petits problèmes. Je dis bien petits, car vous n'avez pas besoin de poser au patient des problèmes qu'il ne peut résoudre, car ce serait pour lui le comble de l'impuissance. Une fois bien sûr avoir deviné les siens de problèmes, c'est bien là encore tout le problème. Mon épouse qui a eu, elle, la chance de s'en sortir, de sortir de cet état, je dis bien la chance, parce que cette maladie fait qu'elle pouvait sortir de cet état éventuellement, après cet état critique. D'autres n'ont pas eu cette chance et n'auront pas cette chance. Tout dépend de la maladie. Et ça, c'est l'anecdote, parce qu'il ne suffit pas de courage pour s'en sortir. Les personnes qui sont en EHPAD en fin de vie, les personnes qui sont atteintes d'un cancer très important, on ne va pas faire un livre sur le courage. Le courage, c'est bien, il est important, il peut permettre de s'en sortir, mais des personnes ne survivent pas. Donc, mon épouse parle bien de chance. Après, elle m'a raconté, quand elle a pu parler, des mois plus tard, quand tu réfléchissais à ma place, tu tombais souvent à côté. Tu essayais de deviner ce que je voulais. Pareil pour les professionnels. Il faut donc éviter d'être trop sûr de soi et de dire « moi, je sais ce qu'il lui faut ». Dans ce cas, soit on est trop sûr de soi, soit aussi on n'a pas envie de se fatiguer. Et c'est beaucoup plus rapide de dire « je sais ». Toute la problématique est là. Nous avons inventé avec mon épouse un outil qui s'appelle Clin d'œil, parce qu'après être passé par l'abécédaire, en passant par toutes les lettres de l'alphabet, de A jusqu'à Z, pour trouver le début d'un mot, en clignant des yeux, nous nous sommes vite épuisés, et surtout, elle, le malade, évidemment. Car c'est du temps passé, et le temps est compté. Pour un malade, le temps passé à réfléchir, c'est de la concentration, et la concentration, c'est de la fatigue, parce que c'est difficile dans leur état quand on a une fatigabilité accrue. Donc,
l'aidant élabore un mot en n'oubliant pas de mettre un post-it devant le malade pour qu'il voit où il en est resté, surtout que vous allez faire des pauses. Et comment faire des phrases avec un abécédaire? On ne s'en sort plus. Je ne vous dis pas le temps qu'il nous a fallu. J'ai la fameuse anecdote du pendu. Un jour, je finis par écrire le mot « pendu » sur mon post-it que ma femme m'avait dicté avec les yeux. Alors, sorti de ma stupeur, je lui dis « Non, ce n'est pas sérieux. On va s'en sortir. Comment peux-tu penser une chose pareille? Tu ne peux ni revenir dans le coma, parce que c'est ce qu'elle avait envie à un moment donné, ni penser au suicide. C'est totalement ridicule. Donc, en fait, je l'engueule, quoi. Eh bien, je finis par comprendre qu'il y avait d'autres lettres à finir d'épeler. Alors, je continue pour m'apercevoir enfin qu'il s'agissait du mot « pendule ». Elle voulait juste une pendule pour savoir l'heure, voir le temps qui s'écoule, quoi de plus naturel. Alors, plus vous maîtriserez l'outil que l'on verra par la suite, parce que l'abécédaire est trop long, plus vous maîtriserez l'outil que nous avons inventé, plus ce sera facile pour le patient. Maîtriser l'outil, c'est facile et magique. Le patient retrouve le moyen de se faire comprendre et bien sûr, se sent réintégré dans la société. C'est d'abord les besoins primaires qui arrivent au départ. Et puis, c'est la vie retrouvée. Je peux communiquer avec mes enfants, mes petits-enfants, mes amis. Et donc, comment va le boulot? Comment tu vas, toi? Enfin, la vie, quoi.